Le tête-à-tête, dialogue de Platon sur la science, suite. Théodore. Mais invite Socrate quelqu'un de ces jeunes gens à te répondre, car pour moi je n'ai pas l'habitude de ces sortes de discussions et je ne suis plus d'âge à l'apprendre. Mais cela convient à ces jeunes garçons et ils en tireront beaucoup plus de profit que moi. Le fait est que la jeunesse fait des progrès en tout. Ne lâche donc pas tes têtes et questionne-le comme tu as commencé. Socrate. Tu entends tes têtes ce que dit Théodore ? Tu ne voudras pas, je pense, lui désobéir, car il n'est pas permis à un jeune garçon de désobéir en pareille matière aux prescriptions d'un homme sage. Allons, réponds-moi bien et bravement. Que crois-tu qu'est la science ? Tête. Il faut donc obéir, Socrate, puisque vous l'ordonnez. D'ailleurs, si je commets quelque erreur, vous me redresserez. Socrate. Certainement, si du moins nous en sommes capables. Tête. Eh bien, il me semble que d'abord ce qu'on peut apprendre de Théodore est science, la géométrie et les disciplines que tu as énumérées tout à l'heure, et ensuite que la cordonnerie et les arts des autres ouvriers ne sont tous et chacun autre chose que science. Socrate. Tu es bien généreux et libéral, mon ami. On ne te demande qu'une chose et tu en donnes plusieurs, un objet simple et tu en donnes une variété. Comment cela ? Et que veux-tu dire par là, Socrate ? Peut-être rien. Cependant, je vais t'expliquer ce que je pense. Par le mot de cordonnerie, tu ne veux pas, n'est-ce pas, dire autre chose que la science de confectionner des chaussures. Pas autre chose. Et par le mot menuiserie, autre chose que la science de confectionner des meubles en bois ? Pas autre chose non plus. Est-ce que dans les deux cas, ce n'est pas l'objet dont chacune est la science que tu définis ? Si. Mais ce qu'on te demandait, tête, ce n'était pas cela, de quoi c'est la science, et combien il y a de sciences. Car ce n'était pas dans le dessein de les dénombrer que je t'interrogeais, mais pour savoir ce que peut être la science en soi. Ou ce que je dis n'a-t-il pas de sens ? C'est au contraire parfaitement sensé. Considère encore ceci. Si l'on nous interrogeait sur une chose banale et commune, par exemple sur ce que peut être la boue, et que nous répondions qu'il y a la boue des potiers, la boue des constructeurs de fours, la boue des briquetiers, ne serions-nous pas ridicules ? Peut-être. Nous le serions d'abord, j'imagine, de croire que celui qui nous interroge comprend d'après notre réponse ce qu'est la boue, quand nous énonçons le mot boue en ajoutant que c'est la boue des fabricants de poupées ou de n'importe quels autres artisans. Crois-tu que l'on comprenne le nom d'un objet quand on ne sait pas ce qu'il est ? Pas du tout. On ne comprend donc pas non plus ce qu'est la science de la chaussure quand on ne sait pas ce qu'est la science ? Non, en effet. On ne comprend donc pas ce qu'est la cordonnerie, ni aucun art si l'on ignore ce qu'est la science. C'est juste. C'est donc faire une réponse ridicule quand on demande ce qu'est la science que de répondre par le nom d'un art, puisque c'est dire quel est l'objet de la science et que ce n'était pas sur cela que portait la question. Il semble bien. C'est ensuite, quand on peut donner une réponse banale et brève, faire un détour par une route indéterminable. Par exemple, à la question sur la boue, il était aisé et simple de répondre que la boue est de la terre délayée avec de l'eau, sans se mettre en peine de dire qui l'emploie. Exposer comme tu viens de le faire, Socrate, la question me paraît facile. Il me semble qu'elle est du même genre que celle qui s'est présentée à nous l'autre jour, comme nous causions, ton homonyme Socrate que voici et moi. Quelle est cette question tête-à-tête ? Théodore que voici nous avait tracé quelques figures à propos de racines et nous avait montré que celles de 3 pieds et de 5 pieds ne sont point pour la longueur commensurables avec celles d'1 pied, et les prenant ainsi l'une après l'autre, il était allé jusqu'à celle de 17 pieds, et il s'était, je ne sais pourquoi, arrêté là. Il nous vint alors à l'esprit, en considérant que les racines sont en nombre infini, d'essayer de les rassembler sous un terme unique qui nous servirait à nommer toutes ces racines. Et ce terme, l'avez-vous trouvé ? Je le crois, juge-en toi-même. Voyons.
Nous avons divisé tous les nombres en deux classes. Les uns, les nombres qui peuvent être formés par la multiplication de facteurs égaux, nous les avons représentés sous la figure du carré et les avons appelés carrés et équilatères. Fort bien. Pour les nombres placés entre les premiers, comme le 3, le 5 et tous les nombres qui ne peuvent être formés en multipliant des facteurs égaux, mais seulement en multipliant un plus grand par un plus petit, ou un plus petit par un plus grand, et qui s'expriment toujours par une figure aux côtés inégaux, nous les avons représentés sous la figure d'un rectangle et les avons nommés rectangulaires. C'est parfait. Et qu'avez-vous fait après cela ? Toutes les lignes dont le carré forme un nombre plan équilatère, nous les avons définies longueur, et toutes celles dont le carré forme un nombre aux facteurs inégaux, nous les avons définies racines, parce qu'elles ne sont pas commensurables avec les autres pour la longueur, mais seulement pour les aires qu'elles ont le pouvoir de former. Et nous avons opéré de même pour les solides. C'est parfait, mes enfants. Aussi je ne crois pas qu'on accusera Théodore de faux témoignages. Pourtant, Socrate, la question que tu me poses au sujet de la science, je ne me crois pas capable de la résoudre, comme celle qui a trait à la longueur et à la racine. C'est pourtant, ce me semble, une solution du même genre que tu cherches. Voilà qui dément encore une fois l'éloge de Théodore. Quoi donc ? S'il eût vanté ton agilité à la course en disant qu'il n'avait pas encore rencontré parmi les jeunes garçons un coureur qui te valût, et si, ayant à disputer le prix à un homme fait d'une vitesse extrême, tu avais eu le dessous, crois-tu que l'éloge que Théodore aurait fait de toi en serait devenu moins vrai ? Non pas. Alors crois-tu que la science, comme je le disais tout à l'heure, soit chose facile à découvrir et n'exige pas un esprit tout à fait supérieur ? Au contraire, par Zeus, elle exige même un esprit supérieur entre tous. Aie donc confiance en toi. Persuade-toi que Théodore parle sérieusement et mets toute ton application à te rendre compte de la nature des choses, et en particulier de la nature de la science. Pour ce qui est de mon application, Socrate, tu pourras t'en assurer. Allons, maintenant, puisque tu viens si bien d'ouvrir la voie, prends pour modèle la réponse que tu as faite sur les racines, et de même que tu les as toutes renfermées, quel qu'en fût le nombre, dans une forme unique, essaye aussi de désigner les nombreuses formes de la connaissance par un terme unique. Tu sauras, Socrate, que j'ai déjà maintes fois abordé ce problème en entendant rapporter tes questions à ce sujet. Malheureusement, je ne puis me persuader que j'ai trouvé moi-même une définition satisfaisante, et je n'ai jamais entendu personne en donner une comme tu la souhaites. Malgré cela, je ne puis me désintéresser de la question. Socrate. C'est que tu es en butte aux douleurs de l'enfantement, mon cher Théétète, parce que ton âme n'est pas vide, mais grosse. Je ne sais pas, Socrate, je te dis seulement ce que j'éprouve. Eh bien, jeune innocent, n'as-tu pas entendu dire que je suis fils d'une très vaillante et vénérable sage-femme, Phénaréthée ? Oui, cela, je l'ai déjà entendu dire. As-tu entendu dire aussi que j'exerce le même art ? Aucunement. Eh bien, apprends-le, mais ne va pas me vendre aux autres. Ils ignorent, camarades, que je possède cet art, et c'est pour cela qu'ils n'en disent rien quand ils parlent de moi. Ils disent au contraire que je suis un original et que je jette les gens dans l'embarras. As-tu entendu dire cela aussi ? Oui. T'en dirai-je la cause ? Oui, dis-la. Remémore-toi tout ce qui a trait à l'art des sages-femmes, et tu comprendras plus aisément ce que je veux dire. Tu sais, je pense qu'aucune d'elles n'accouche d'autres femmes tant qu'elle est encore capable de concevoir et d'enfanter, et qu'elles ne font ce métier que lorsqu'elles sont hors d'état d'avoir des enfants. Certainement. Cet usage vient, dit-on, d'Artémis, qui a déjà été chargée de présider aux accouchements sans avoir jamais enfanté. Elle n'a donc pas permis aux femmes stériles d'être sages-femmes, parce que la nature humaine est trop faible pour exercer un art dont elle n'a pas d'expérience. Aussi est-ce aux femmes qui ont passé l'âge d'enfanter qu'elle a confié cette charge, pour honorer la ressemblance qu'elles ont avec elle. C'est vraisemblable.
N'est-il pas vraisemblable aussi et nécessaire que les sages-femmes connaissent mieux que les autres si une femme est enceinte ou non? Certainement. Les sages-femmes peuvent encore, au moyen de drogues et d'incantations, éveiller les douleurs de l'enfantement et les adoucir à volonté, faire accoucher celles qui ont de la peine à se délivrer, et même provoquer l'avortement du fœtus si elles le jugent à propos. C'est exact. N'as-tu pas remarqué encore parmi leurs talents qu'elles sont des entremetteuses très habiles, parce qu'elles savent parfaitement quelle femme il faut accoupler à quel homme pour avoir les enfants les plus parfaits? Non, c'est une chose que je ne connaissais pas du tout. Eh bien, apprends qu'elles en sont plus fières que de savoir couper le cordon. Réfléchis en effet. Crois-tu qu'il appartienne au même art ou à des arts différents de soigner et de récolter les fruits de la terre et de connaître dans quelle terre il faut mettre tel plant ou telle semence? Ce n'est pas à des arts différents, c'est toi-même. Et pour la femme, cher ami, crois-tu que l'art de semer et celui de récolter soient différents? Ce n'est pas vraisemblable. Non, en effet, mais parce qu'il y a une façon malhonnête et sans art d'accoupler l'homme et la femme, laquelle s'appelle prostitution. Les sages-femmes, qui sont des personnes respectables, évitent de s'entremettre pour les mariages. Elles craignent d'encourir le blâme qui s'attache à la prostitution. Pourtant, c'est bien aux véritables accoucheuses et à elles seules qu'il appartient de bien assortir les mariages. Il le semble. Tel est donc l'office des sages-femmes. Il est inférieur au mien. Il n'arrive pas en effet aux femmes d'enfanter tantôt des chimères et tantôt des êtres véritables, ce qui n'est pas aisé à reconnaître. Si cela leur arrivait, le plus grand et le plus beau travail des sages-femmes serait de distinguer le vrai du faux. Ne le crois-tu pas? Si.